Moi, j'ai un TDA, donc je n'ai pas d'hyperactivité, donc c'est un trouble déficitaire de l'attention. Et donc, je suis effectivement, bien sûr, j'ai un trouble de l'apprentissage et je me définis aussi comme une personne qui est non neurodiverse. C'est-à-dire que c'est vraiment une personne qui a un trouble d'apprentissage, mais qui pense différemment. C'est différent d'une personne qui est neurotypique. Une personne neurotypique qui ne présente pas de troubles d'apprentissage tels que TDAH ou 10. Moi, j'ai été diagnostiqué et suivi très tôt. J'avais 6 ans, je me souviens bien. J'avais effectivement commencé par des tonnes de médecins. J'ai été voir des tonnes de médecins et psychologues. Donc il y avait effectivement au tout début une psychologue de la maternelle thérapeutique à Bruckmann, si je me souviens bien. Et bien sûr, comme ma mère était médecin, néphrologue, elle connaissait assez bien le monde médical, donc elle avait quand même assez bien de ressources. Elle a contacté beaucoup de gens. Ça a vraiment marché du bouche à oreille, hein, vraiment. Et donc on est allé voir plein de gens. Au début, effectivement, ça ne marchait pas vraiment parce que voilà, les questions autour du TDAH, c'était voilà, il y a quand même déjà un peu plus de 20 ans, c'était effectivement pas d'actualité de parler beaucoup de ce genre de thématiques et surtout voilà, pas beaucoup de thérapeutes connaissaient encore ce trouble de l'apprentissage. Et donc ce n'est vraiment qu'au fur et à mesure, un peu plus tard, qu'on a rencontré un médecin qui, par l'intermédiaire de ma mère bien sûr, et de ses collègues, qui était vraiment formé à ces questions-là au centre psy pluriel à Uccle, basé à Uccle, donc près de l'Institut Fonroy. Et effectivement, lui, il m'a beaucoup aidé. Il a vraiment vraiment vu et canalisé où étaient les difficultés. Et au niveau, quand je me suis rendu compte, je me suis rendu compte tout de suite. Je veux dire, c'était pas, enfin évidemment, je ne savais pas dire que j'avais un TDA et bien sûr, je ne trouvais pas autant bien les mots, je ne m'exprime pas autant bien que maintenant, bien sûr, euh, mais oui, je savais qu'il y avait des difficultés, que j'étais, on va dire, voilà, différent par rapport aux autres, voilà, aux autres qui ne présentaient pas ce trouble d'apprentissage. Moi, comme j'ai été diagnostiqué et suivi à l'âge de 6 ans, eh bien, c'était il y a plus de 20 ans. Donc je suis un peu, on va dire, de la vieille génération, comme on dit. Eh bien, parce que il faut savoir que décrétalement parlant, les aménagements raisonnables n'étaient pas obligatoires. Donc ça veut dire que chaque école pouvait faire encore un peu ce qu'ils veulent et en fonction de l'école où on se trouvait, eh bien c'était relativement possible ou pas. Malheureusement, moi, j'ai pas eu cette chance d'avoir des aménagements raisonnables, que ce soit à l'école maternelle, primaire ou secondaire. Ce n'est vraiment qu'à partir de l'école supérieure, donc j'ai fait l'école supérieure d'assistance sociale, de travail social à l'IECID, donc près de l'avenue Louise. Et là, effectivement, comme le décret sur l'enseignement supérieur inclusif le permettait, à ce moment-là, vers 2015, effectivement, oui, je pouvais demander, en fonction de mes besoins et mes demandes, des aménagements raisonnables. Malheureusement, à partir de deuxième, troisième, ça n'a plus trop été parce qu'il y a eu des changements pour la personne qui s'occupait du service d'accueil, enfin d'accompagnement et pour les étudiants à besoins spécifiques. Et là, effectivement, ça ne s'est pas trop bien passé. J'avais eu encore des formes de discrimination et de stigmatisation
comme c'était le cas en primaire ou secondaire. Parce qu'il faut savoir que les personnes qui ont un TDAH ou même TDA ressentent des émotions intenses. Bon, bien sûr, on est aussi des êtres humains, bien sûr, hein, c'est pas ça la question, mais contrairement à des personnes neurotypiques, comme je l'expliquais là tout de suite, eh bien, ils n'ont pas ils ressentent moins ces émotions intenses. Et donc, comme je le disais, j'ai été suivi par une psychologue parce que j'avais fait un stress post-traumatique dû en lien avec des conséquences personnelles dans le passé secondaire et primaire. Et aussi, surtout, une neuropsychologue. Une neuropsychologue, on s'entendait très bien. Elle m'a effectivement beaucoup appris cette gestion dans les textes ou autres, de la gestion de l'explicite et de l'implicite, ce que j'avais beaucoup de difficultés avec ça, et aussi bien évidemment la difficulté avec la double tâche, etc. J'arrivais bien sûr à beaucoup plus vivre avec mon TDA. Et c'est vrai qu'effectivement, c'était difficile en termes de discrimination et de stigmatisation à l'école. C'est vrai que ça n'a pas aidé beaucoup, mais vraiment, le suivi avec ma neuropsychologue et ma psychologue était vraiment le refuge, en fait. Je peux dire ça, oui, effectivement. Tous les jours, au quotidien, il y a des défis, il y a des challenges, et ça ne me dérange pas. Ça fait sens pour moi, il y a des sens dans tout, et ce sont des objectifs. Et c'est ça, en fait, que beaucoup de personnes qui ont un TDAH ou autre adorent. Je veux dire, et c'est vrai que je ne le percevais pas du tout comme ça quand j'étais à l'école secondaire ou primaire ou même plus jeune. Mais c'est vraiment un apprentissage de tous les jours. Et il faut savoir que jusqu'à ma mort, j'aurai ce trouble de l'apprentissage. Et jusqu'à ma mort, il y aura des défis à relever. Et c'est ça qui est, je pense, très bien, parce que oui, je peux dire effectivement que c'est ma force. Je ne pense pas que le TDAH est en soi un problème. Je pense que c'est simplement une question de suivi et d'être bien, je ne vais pas dire diagnostiqué, mais plutôt, oui, bien suivi dans le sens par un thérapeute qui vraiment puisse avoir un accompagnement où on donne du sens et qu'on puisse vivre au quotidien son TDA ou TDAH. On parle effectivement beaucoup de la journée internationale de l'autisme, des droits des femmes, ou même aussi au niveau LGBTQIA+. Tout ça, c'est très bien, mais pourquoi n'y a-t-il pas, par exemple, la journée internationale du TDAH, et même, voire même aussi de la dyslexie, dyspraxie, parce qu'il y en a hein, pour toutes ces questions-là. Ça se fait beaucoup dans les pays anglophones, effectivement, mais pas encore chez nous. Et je pense que c'est ça qu'il faudrait mettre en place, célébrer pour justement avoir plus c'est une question de reconnaissance, un côté symbolique. Et vraiment, lors de cette journée internationale, c'est bien sûr revendiquer des droits pour cette communauté, mais c'est aussi voilà, lutter contre les aspects négatifs et pathologisants du TDAH. J'entends encore beaucoup qu'on dit par exemple de quelqu'un qui a un TDAH, il est atteint, ou alors justement cet enfant-là, il faut le prendre en charge. Oui, il a effectivement un TDAH, ou voire même des 10 ou tout ce qu'on veut, mais ça reste quand même une personne à part entière. Et donc, on accompagne une personne qui a un TDAH ou des 10. On ne le prend pas en charge. Si on dit prise en charge, eh bien, on sous-entend, évidemment, les thérapeutes ne diront jamais, jamais ça, et bien sûr, ce n'est pas leur intention, c'est une question de vocabulaire, mais on donne cette impression que la personne n'est pas vraiment capable de s'autonomiser, de vivre avec.